Hi again, recoucou. Donc je vais vous expliquer une dernière fiche importante concernant la construction et les temps en anglais. Donc pour la dernière vidéo tips, astuces, c'est la fiche des modos. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc en anglais on a les auxiliaires et on a les modos. En fait c'est comme des auxiliaires, tous ces mots ce sont des petits mots outils qui vous servent à vous conjuguer, qui nous servent à nous conjuguer en anglais. Voilà. Donc avec les temps on a vu l'auxiliaire be, on a vu l'auxiliaire have, on a vu l'auxiliaire will. Et pour les modos, on va avoir principalement, en tout cas c'est ce que je vais vous expliquer ce soir, can, must, would and should. Ok, bien sûr après il y a may, might and shall, mais je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir. Je vais juste vous expliquer, can, must, would, should. Alors beaucoup de personnes se mélangent un petit peu avec tout ça, surtout avec would, avec should, avec must. Donc can, vous le savez, la plupart d'entre vous, à moins de partir de zéro, vous savez que can, C-A-N, ça veut dire pouvoir. Ok, must, M-U-S-T, veut dire devoir. Je dois le faire, il faut que je le fasse. La notion de nécessité. Et should, S-H-O-U-L-D, veut dire devrait. Vous avez repéré à chaque fois, alors ça s'écrit avec un L, hein, c'est le mot would, W-O-U-L-D. Should, S-H-O-U-L-D. On ne prononce pas le L, et du coup, tenter, c'est beaucoup plus facile dans la bouche. Should and would. Comme could d'ailleurs, qui est une partie de can. Could, C-U-L-D, vous oubliez la prononciation du L et ça passe beaucoup plus facilement. D'accord, donc can veut dire pouvoir, must veut dire devoir, mais je dois dans le sens de il faut, nécessité, obligation, pas le choix. Et should, c'est je devrais, c'est plus conseil, suggestion, on n'oblige pas, on suggère. Alors souvent, certains d'entre vous s'embrouillent avec ça parce que pour nous, devoir en français, c'est un verbe. C'est juste un verbe qui se conjugue, comme manger, dormir, partir, nager. Alors qu'en anglais, il n'est pas du tout considéré comme un verbe, il est considéré comme un modal ou auxiliaire en fait. C'est-à-dire qu'il va nous servir à exprimer une notion et à se conjuguer. Voilà. Donc ne vous mélangez pas avec ça. Donc pouvoir, la possibilité, la capacité. Alors maintenant, là où ça se complique un tout petit peu, c'est pour can et pour must. Parce que can et must ne s'utilisent qu'au présent. Donc si vous voulez dire avec pouvoir, bah tiens, ils pourront venir demain. Alors vous avez vu que le futur se fait avec will. Vous ne pourrez pas dire they will can come. Ça ne marche pas, ça n'existe pas. Et pareil, ils devront travailler. They will must work, ça ne marche pas. Vous ne pourrez pas mettre must comme ça au futur pour dire ils devront. Alors comment on fait? En fait, must et can ont des équivalents et leurs équivalents se conjuguent à tous les temps. Donc par exemple, can, lui, va avoir deux équivalents, enfin trois. Vous avez la possibilité d'utiliser could au passé et aussi pour le conditionnel de can. Donc j'ai pu, I could, mais je pourrais, si je voulais, I could. D'accord? Donc ce could, qui est l'équivalent de can, vous allez l'utiliser et pour le passé de can et pour le conditionnel de can, de pouvoir. Maintenant, les deux autres équivalents de can dont je voulais vous parler, eux, se conjuguent à tous les temps, contrairement à could qui lui est bloqué dans le passé ou dans la forme conditionnelle de can. Les deux autres équivalents de can se conjuguent à tous les temps. Alors certains d'entre vous doivent les connaître, mais je me suis aperçue en fait avec des jeunes, notamment de lycée, que beaucoup arrivés au bac ne les avaient toujours pas. Et la problématique, c'est que c'est compliqué d'utiliser certaines formes de notre discours et de notre langage si on ne les a pas. Et dans les compréhensions de texte du bac, on peut tomber sur ce genre de choses qui sont quand même assez difficiles si on n'y a jamais été présenté. Et du coup, on ne sait pas s'en sortir, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Et pareil pour les adultes qui ont des emails à envoyer et des discours dans des réunions, dans des échanges. Ces personnes-là peuvent vite se retrouver bloquées si elles n'ont pas les équivalents de can. Donc les deux équivalents de can dont je parle, c'est be able to pour l'un et be allowed to. Ouais, ils sont pas faciles à passer, je sais, c'est un peu dur à prononcer, et puis ils sont en trois morceaux en plus. Donc vous avez be able to, able s'écrit A-B-L-E comme la fin de table, et be allowed to, A-2-L O-W-E-D. Alors pourquoi deux équivalents? Parce que pouvoir a deux sens. Soit pouvoir au sens de la capacité, de la possibilité physique, matérielle ou technique. Oui, oui, je peux t'aider parce que je sais le faire. Oui, oui, je peux t'aider, je suis disponible, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc possibilité technique, matérielle de réaliser quelque chose. Et ça son équivalent sera dans ce cas be able to.
La deuxième option pour donc conjuguer can, pouvoir à tous les temps, c'est be allowed to. Pourquoi? Parce que pouvoir a aussi le sens de je peux au sens de autorisation. Oui, oui, je peux venir à ton anniversaire, mes parents sont d'accord. Oui, oui, c'est bon, je peux aller en boîte aux États-Unis, j'ai plus de 21 ans. D'accord? Donc c'est pouvoir au sens de l'autorisation. Donc pouvoir au sens de l'autorisation, ce sera be allowed to. D'ailleurs, il y a le verbe to allow, A-2-L-O-W, qui veut dire autoriser, permettre en anglais, qui est un verbe régulier. Et il y a donc be able to pour la possibilité, la capacité technique matérielle. Donc comment vous allez vous conjuguer avec ça? Est-ce que vous avez une petite idée? Si je vous donne be able to et be allowed to, quel est le morceau à chaque fois là-dedans qui est conjugable? Ben ouais, c'est be. Donc vous allez conjuguer be et c'est grâce à lui que vous serez avec ces formes-là de can, soit au présent, soit au passé, pardon. Et pour le futur, il y aura toujours will et vous rajouterez la suite be able to or be allowed to. Par exemple, oui, je peux chanter, je sais chanter. I am able to sing. I'm able to sing. I can sing. Au passé, oui, c'est bon, j'ai pu chanter, y avait un micro, tout était bien organisé, j'ai eu la possibilité de chanter, j'ai pu chanter. I was able to sing. I was able to sing. Donc vous avez conjugué be au passé. Et au futur, I will be able to sing. Voilà. Et pour être autorisé, oui, c'est bon, je pourrais venir, mes parents sont d'accord, je viendrai à ton anniversaire, à ta fête. I will be able to come to your party. Sorry. Oh, je me suis trompée, excusez-moi, je vous ai mis be able to. Pour l'autorisation, c'est be allowed to. Donc, I will be allowed to come to your party. I will be allowed to come to your party. I'll, on contracte, vous vous rappelez, apostrophe 2L pour will. I'll be allowed to come to your party. Ou, oui, c'est bon, j'ai pu y aller, mes parents étaient d'accord, j'étais autorisée à aller me baigner. I was allowed to go to swim. I was allowed to go to swim with my friends, avec mes amis. Voilà, donc ça c'est pour les équivalents de can. Be able to, be allowed to. Maintenant pour must, même chose. Donc must, lui, il a un équivalent qui est have to. Donc pour exprimer je dois, il faut que, il est nécessaire que. Oui, bien sûr, vous avez it's necessary to. Ou I need to, j'ai besoin de, je dois faire ça. Mais quand on parle de must, son équivalent pour se conjuguer à tous les temps sera have to. Alors attention avec ça, en effet, parce que vous pourriez ne pas le reconnaître quand vous l'entendez chez des interlocuteurs, ou même à l'écrit, parce que vous pourriez le confondre avec l'auxiliaire avoir. Donc surtout, soyez vigilants, que ce soit à l'oreille quand vous écoutez ou visuellement à l'écrit, si vous avez have et que vous avez to qui traîne à côté, c'est que c'est pas que c'est avoir, ça sera donc must qui veut dire devoir, d'accord? Have to. Donc par exemple, je dois y aller, I must go, mais je pourrais dire aussi I have to go. Et au futur, il faudra que j'y aille, bientôt il faudra que j'y aille. I will have to go. Et j'ai dû y aller. Il a fallu que j'y aille. I had to go. I had to go. Juste attention, une précision par rapport à ça. Dans la forme have to, qui est l'équivalent de must, vous avez have. Have qui vient bien sûr de l'auxiliaire avoir. Mais have, du coup, en tant qu'auxiliaire avoir, est-ce que vous vous rappelez qu'il s'utilise dans sa forme complète avec got à côté? Have got. Eh oui, mais ce got, il n'y est pas tout le temps. Donc attention, vous verrez, j'ai pas le temps de vous expliquer tous les détails là maintenant, mais vous verrez que parfois à l'écrit ou à l'oreille, vous entendrez ce got même pour l'utilisation de have to. Par exemple, je vous donne un exemple, si je contracte, je dois y aller. I've. D'accord? Je contracte mon auxiliaire have. I've. Dans ce cas, je mettrai got à côté. I've got to go. I've got to go. Voilà, je dois y aller. Sinon, je dirais I have to go. C'était juste une précision, vous pourrez croiser parfois got à côté de have, même pour dire je dois, il faut que. Très bien, donc l'équivalent de must qui veut dire devoir, je n'ai pas le choix, je dois faire quelque chose, il faut que je le fasse, ce sera must et son équivalent have to. Ensuite vous avez should, donc avec must vous obligez, il n'y a pas le choix, et avec should vous conseillez. On va donner un exemple qui est assez parlant. En général, les parents qui demandent à leurs enfants de ranger leur chambre ou de débarrasser la table, ça doit parler à beaucoup de familles. Donc la première fois, tu devrais débarrasser la table. Tu devrais ranger ta chambre. Donc là, on est avec should pour le conseil. S-H-O-U-L-D, should. Tu devrais ranger ta chambre. You should tidy your room. Première fois, la deuxième fois, les parents sont toujours patients. 3 à 4 jours plus tard, tu devrais vraiment ranger ta chambre. You really should tidy your room. You should tidy your room. Et la troisième fois, ça passe plus. Les parents craquent. Tu dois ranger ta chambre. Sinon, privé de jeux vidéo. You must tidy your room. Donc quand vous êtes plus avec je devrais, il faudrait que,
Je me sens pas très bien, je devrais aller chez le médecin. I should go to the doctors. Ah oui, doctors, le docteur, pourquoi je mets un S? C'est l'apostrophe S pour l'appartenance en anglais. Quand on dit aller chez quelqu'un, on met l'apostrophe S parce que c'est sous-entendu aller au cabinet du docteur, à la maison de cette personne. Ok, I should go to the doctors. Je devrais aller chez le médecin. Par contre, j'ai 42 fièvre, ça va pas du tout. Ah là, il n'y a plus le choix. I must go to the doctors. Voilà les nuances d'utilisation entre must et should. Et puis après, il y a would. Alors ce would vous pose aussi beaucoup de problèmes parce que la majorité d'entre vous, comme moi, ont appris à l'école I would like. Ah ouais, super, trop facile, ça parlera à tout le monde. I would like, c'est j'aimerais. Sauf que quand on commence à utiliser would avec plein d'autres verbes que like, alors là, tout le monde est perdu. Would, de la même façon que vous avez will pour vous conjuguer au futur, vous aurez would pour vous conjuguer au conditionnel. Alors oui, bien sûr, would veut dire aussi d'autres choses en anglais de façon plus subtile ou même voilà. Je ne vais pas vous donner ces détails-là aujourd'hui, je vais juste vous donner des choses déjà simples, des outils pour que vous puissiez les utiliser dans vos échanges en anglais. Donc would, c'est pour se conjuguer au conditionnel. Le conditionnel, ça veut dire quoi pour ceux qui galèrent en grammaire? On pourrait y mettre un peut-être, un si, un mais, un à condition que conditionnel égale condition. D'accord? Donc en général, quand vous vous conjuguez au conditionnel, vous n'êtes ni au présent, ni au passé, ni au futur. Vous ne pouvez pas dire elle vient, elle viendra, ou elle est venue. Présent, futur, passé. Elle vient, elle viendra, elle est venue. Là, vous dites elle viendrait. Sous-entendu, si elle était disponible, si on l'invitait, si elle était au courant. Alors c'est vrai que souvent on vous l'explique avec si, mais quand vous n'avez pas si dans la phrase, quel est votre repère? Voilà. Donc en fait, le conditionnel c'est une hypothèse. On aimerait en effet qu'il y ait quelque chose qui se passe. Peut-être que ça va se faire, peut-être pas, on ne sait pas. Donc quand on est dans une supposition, hypothèse ou condition, on aura would. Donc de la même façon que vous dites I would like, j'aimerais, vous pouvez dire aussi ah, elle viendrait si on l'invitait. She would come. Ah, tu lui dirais. Allez, si tu osais, tu lui dirais. You would tell him, you would tell her. Là où vous vous confondez souvent, c'est parce que, pour nous Français, le futur et le conditionnel avec je, à l'oreille, c'est la même chose. Si je dis je viendrai au futur, qui s'écrit AI à la fin, et je viendrai au conditionnel qui s'écrit AIS, sous-entendu si tu m'invitais, ben, à l'oreille c'est la même chose et souvent c'est ce qui fait que vous vous confondez entre le conditionnel et le futur, d'accord? Donc dans ce cas-là, si vous avez un doute, vous switchez, vous passez à la forme tu viendras et tu viendrais si on t'invitait. Et là voilà, vous savez que le futur c'est je viendrai, tu viendras, il viendra, nous viendrons, etc. Et le conditionnel c'est je viendrai, tu viendrais, il viendrait, sous-entendu si. Voilà. Donc would, de la même façon que vous avez will pour vous mettre au futur, vous utiliserez would avec tous les verbes, absolument tous les verbes, pour vous conjuguer au conditionnel. Elle viendrait si on l'invitait, she would come. If we invited her. Il mangerait des épinards si il était végétarien. He would eat spinach if he was vegetarian. Voilà. Donc ok, rappel, can, ses équivalents, bien sûr, could pour le passé et could pour son conditionnel. Ou alors, be able to, vous vous rappelez pourquoi be able to? Pour la capacité physique et matérielle et pour se conjuguer à tous les temps, présent, passé et futur. Be allowed to, l'équivalent de can pour vous conjuguer présent, passé, futur pour exprimer la notion de possibilité au sens de autorisation. Must, je dois, j'ai pas le choix. Son équivalent pour se conjuguer à tous les temps, have to. Attention, des fois vous verrez have got to. Et bien sûr, must exprime l'obligation, il n'y a pas le choix. Et should exprime le conseil, la suggestion. Et would est l'auxiliaire pour vous conjuguer au conditionnel. Voilà, vous avez une fiche complète ici, la fiche des modos. Vous avez tous ces détails, tout ce que je viens de vous expliquer, de façon, je pense, claire et avec les exemples appropriés pour vous aider. Donc, il faut savoir qu'au niveau de la structure de la langue anglaise, une fois que vous avez repéré votre construction de phrases et de questions, une fois que vous avez vos 3 types de catégories de pronoms, les sujets, les compléments, les possessifs, pour dire mon, ma, mes, ton, ta, etc. Une fois que vous avez la fiche des temps, avec le présent, le passé, le futur, dont je vous ai parlé tout à l'heure dans une autre vidéo, et la fiche des modos, vous avez la structure de la langue. Voilà. Après, il ne reste plus que la fiche avec les comparaisons, plus que, pareil que, moins que. Les modos dans le passé, parce que là, vous allez dire je pourrais, I could, mais j'aurais pu. Tu devrais, you should, mais j'aurais dû. Voilà. Une fois que, après, dans le niveau avancé, j'ai mis ces fiches-là, donc celle-ci, j'ai mis aussi celle sur la voix passive. Avec ces fiches-là, vous avez toute la structure de la langue, donc c'est vrai que l'anglais est beaucoup plus simplifié que le français. Ce sont juste des choses à comprendre, et puis ben, après, à s'entraîner pour les appliquer.
Je vous remercie, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une très bonne soirée. Il commence à faire nuit ici, c'est pénible l'hiver. On manque de temps pour enregistrer les vidéos en pleine lumière. So I tell you bye bye. Je vous dis au revoir. See you very soon. Take care. Prenez soin de vous. And I hope you enjoyed this. J'espère que vous avez apprécié cela. Thanks a lot. Bye. Take care.